Et puis je vous l'avais promis en début d'émission que nous allions parler de celle qui adoucit les mœurs avec deux grosses pointures justement de l'art andalou. L'un d'eux sera parmi nous, ce sont deux voix qui vont fusionner sur les planches de l'opéra prochainement. Samir Toumi sera présent et puis voilà, sa voix fusionnera avec celle de Lila Borsali très prochainement dès demain. Mais avant justement de parler de ce spectacle, retour d'abord sur les mêmes planches, celle de l'opéra, sur un spectacle qui a uni Najib Kateb à Siham Kennouch, cette conteuse fabuleuse donc qui a ravi un petit peu le public. Et voyons un peu le compte rendu de Mouna Nawal Hamoudi. عرض ولاده ثلاثة عندها في قصرها بستان البستان داير بالقصر نواورو. Intemporel, sensationnel et toujours aussi passionnant, les contes des mille et une nuits continuent de faire rêver. Telle une reine sur scène, avec un talent de conteuse hors pair, Siham Kennouch a incarné Shahrazad des mille et une nuits, mystérieuse, captivante et légendaire. في العمر هي تكبر وزينها يزيد هي تكبر وزينها يزيد مفشة في قصر باباها لا خو لا أخت غير وحدها يلبسوا لها غير الغوز. Cette Shahrazad-là, elle vient de très très loin. C'est un Shahrazad, c'est une Shahrazad de tous les esprits. C'est la femme qui raconte. Elle peut raconter des histoires d'il y a 1000 ans, elle peut raconter des histoires d'il y a 500 ans, elle peut raconter le Maghreb à sa manière-là. C'est la femme, l'amour de la femme, la sagesse de la femme, la tristesse de la femme. Les contes des mille et une nuits ont été accompagnés de mouachahat andalouse, rappelant ces histoires interprétées depuis des siècles. Des histoires venues de Bagdad, d'Izmir ou encore d'Ispahan. Shamsoul Achia, Ya Rachel Fetten, Dabiel Luiqar et tant d'autres titres ont été interprétés par l'orchestre féminin de l'Opéra d'Alger. Avec ces contes, nous avons adapté la poésie adéquate. Donc la poésie adéquate. Donc on voit le conte comment il se déroule avec Siham Kennouch qui vient nous le raconter. Donc, et nous faisons nos recherches, nous choisissons les morceaux qui se rapportent directement au final, à chaque finale de conte. Donc les paroles qui vont avec. 2 heures durant, la conteuse a replongé le public émerveillé dans une ambiance féerique. En fait, l'annonce sur Facebook, surtout quand elle fait Laoulela, ça m'intéresse. Ben voilà, Kidina, c'était bien. Je m'intéresse beaucoup au conte et à la musique. Et aujourd'hui, le spectacle de ce soir nous a réunis entre la musique et le conte. C'était magnifique. La conteuse Madame Siham nous a fait rêver et voyager à travers le temps. J'aimerais bien qu'il y aurait plus d'activités ici à l'Opéra d'Alger. C'est une place magnifique. J'ai aimé le décor et tout. J'ai vu l'annonce sur Facebook, donc je me suis dit pourquoi pas essayer quelque chose d'un peu différent. Et puis le spectacle était vraiment super. Les musiciennes étaient incroyables et j'aime bien la conception. Le fait qu'il y ait le conte et la musique en même temps, les deux. La combine des deux, ça a donné quelque chose de très différent et très spécial. Animée par la talentueuse Siham Kennouch, la soirée d'hier était un véritable voyage à travers le temps, des moments chargés d'émotions, de suspense et de rêves, un spectacle qui immortalise ce chef-d'œuvre de la littérature orientale, le conte des mille et une nuits. Et
Et un autre spectacle tout aussi prometteur vous attend, mesdames, messieurs, du côté de l'Opéra d'Alger. Il s'agit d'une fusion orchestrale, symphonique ainsi que traditionnelle. Et pour en parler, les ambassadeurs de ce spectacle sont parmi nous, je vous l'avais dit tout à l'heure, deux grosses pointures de la musique arabo-andalouse. Bienvenue à Lila Borsali. Bonjour. Bonjour Lila et bonjour à Samir Toumi. Bonjour Ladia. Très bien, vous avez une passion commune, donc cette musique arabo-andalouse. Vous avez tous deux excellé dans l'interprétation du Haouzi. Alors, comment dire, le Haouzi, vous avez baigné dedans depuis votre tendre jeunesse, tous les deux. Alors, on va commencer par les dames. Oui, bon, le Haouzi et la Nouba andalouse, puisque ce soir, il s'agit justement plutôt de la Nouba que du Haouzi. Il ne faut pas tromper le public, il faut vraiment qu'il sache ce qu'il va venir voir. Nouba Mezmoum. Donc oui, me concernant, moi j'ai fait l'école de Tlemcen, donc à Tlemcen, et puis après à Paris, j'ai continué, et donc après j'ai commencé ma carrière professionnelle. Voilà. Tout à fait, vos débuts c'était à l'âge de 11 ans, lui un peu plus tôt quand même. 5-6 ans, je dirais presque. J'ai commencé un peu plus, j'ai commencé à l'âge de 8 ans, 9 ans. Ouais. Et en 79-80, ça fait quand même... un bail. Ça ne nous rajeunit pas. Voilà, donc... Non, moi je ne veux pas m'attarder sur les dates, mais en revanche, je veux m'attarder sur vos points communs. Vous savez on que est vous avez choisi... On a fait l'école, elle a fait l'école de Tlemcen, moi j'ai fait l'école Sanaa d'Alger, j'étais à Mousselia. C'est vrai que depuis le temps que ça fait quand même... des années que je suis en dehors de la Nouba, donc ça me fait toujours plaisir de reprendre un peu les anciens textes et de replonger surtout aussi dans l'ancienne ambiance, dans l'école des Talent. C'est toujours un plaisir. Oui, le Mousselia, pour vous, ça a été Cheikh Labi Ben Sari au début. Je voudrais juste dire une chose, c'est que je suis très contente encore une deuxième fois de partager la scène avec Samir, parce que la première fois, ça a été aussi avec un orchestre symphonique. Mais j'ai été vers son univers, c'est-à-dire le Haouzi et aussi quelques chansons qu'il avait l'habitude de chanter. Aujourd'hui, c'est lui qui un petit peu épouse plus mon style, même si c'est l'école d'Alger. Il faut aussi dire que pour moi aussi, c'est nouveau de présenter aussi une Nouba algéroise sur scène. Mais c'est plus proche de mon univers et je suis très contente qu'il y ait ce va-et-vient et que pour la deuxième fois, c'est plutôt lui qui vient vers mon univers. Et tous les deux, vous avez monté votre propre orchestre avec des musiciens chevronnés qui vous accompagnent depuis des années. Là, vous allez composer avec l'orchestre régional d'Alger. Et symphonique. Oui, et symphonique. Bon, je parle de la partie musicale traditionnelle, donc vous aurez pour accompagnement cette partie d'orchestre donc qui est issue de l'andalou, donc je disais l'orchestre régional andalou d'Alger, tout à fait. Oui, en tout cas pour moi c'est la première fois. Je ne sais pas si Samir pour toi c'est la première fois où tu es accompagné par l'ensemble régional d'Alger. Moi j'ai jamais été accompagnée par un ensemble algérois, c'est la première fois. C'est des musiciens qui ont l'habitude de m'accompagner, donc moi je fais pas trop la différence, c'est les appellations pour moi. Voilà, c'est ça. Franchement, parce que c'est des musiciens qui ont l'habitude de m'accompagner dans différents spectacles. Donc pour moi, c'est la fusion qui est importante. Donc il y a une sonorité nouvelle. Donc il y a de la symphonie, il y a bien sûr il y a de l'andalou parce qu'on chante de l'andalou, donc ça sera un mélange. Samir, vous avez reçu un appel, j'imagine, de Sid Ahmed Fellah vous disant j'aimerais que vous fassiez la scène avec Lila Borsali. C'était quoi la réaction? C'est toujours un plaisir. C'est vrai que le choix il est très important. C'est-à-dire à un certain moment on n'a pas le droit à l'erreur, on est obligé de choisir le texte et le duo. J'imagine l'importance du duo pour un soliste. Donc vous êtes soliste, vous avez vos repères avec vos orchestres. Sur tous les plans, sur le plan personnel et sur le plan professionnel. C'est important sur le plan pour l'image. Sur le plan personnel aussi, c'est très important que le chanteur se sente à l'aise aussi sur scène et qu'il se sente en complicité avec le chanteur avec qui ou la chanteuse avec qui il va chanter. Donc c'est très important le rapport amical qu'on pourrait avoir. Je pense que c'est comme ça qu'on peut donner quelque chose de sincère sur scène. Un beau duo, j'imagine, sans que l'un par ego donc essaye d'élever plus, pas élever, mais je dirais avoir plus de présence ou c'est combiner. Tout est bien partagé. Voilà, pour que ça s'appelle en dernier lieu harmonia. Donc pour parvenir à une harmonie. C'est vrai que c'est très difficile. Les duos, c'est très difficile. Il y a toujours peut-être un chanteur qui peut prendre le dessus sur la voix de l'autre chanteur. Et il peut y avoir aussi des petites discordes, mais
là, ça se passe plutôt bien. Moi, je m'y attends, en tout cas, dans la mesure où quand on voit vos biographies respectives, vous avez déjà un autre point commun que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est que vous avez tout de suite adopté un premier instrument, c'était la mandoline. Vous avez choisi la mandoline tous les deux au début. La mandoline. Pour beaucoup de musiciens d'ailleurs dans la musique andalouse, on commence ou avec la mandoline, d'autres commencent par la guitare. Mais c'est vrai que souvent on a ce point. Après vous avez rajouté Kouitra pour vous, pardon. Et puis pour vous, ça a été le violon. Voilà. Tout à fait. Donc parlons un petit peu de Nouba Mezmoum. Donc c'est la Nouba qui sera à l'honneur ce demain soir donc, sur les planches de l'Opéra d'Alger. Ce choix, comment vous l'avez perçu De toute manière, c'est des morceaux que j'ai pas chantés depuis très longtemps et que j'ai aimé et que j'aime énormément. D'ailleurs, je me suis replongé rapidement dans l'ambiance et c'est des textes extraordinaires, c'est des mélodies magnifiques. Donc, ce que vous préférez, c'est le texte? Les deux, bien sûr. De toute manière, c'est des morceaux très très jolis. Je pense que les gens vont vraiment aimer et qui aiment aussi, hein, parce que le programme, il est déjà affiché. C'est un texte, c'est une poésie qui met l'amour en valeur au premier lieu. Évidemment, la musique andalouse parle beaucoup d'amour et forcément nous allons parler d'amour aussi, de séparation aussi, ça fait partie aussi de ces thèmes chantés dans la musique andalouse. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que la Nouba Mezmoum aussi s'adapte bien à la musique symphonique, c'est-à-dire que c'est un mode qui est justement adaptable à la musique symphonique. On voit que M. Sidi Ahmed Fellah a eu une grande liberté de pouvoir faire beaucoup de choses qui se rapprochent de son univers aussi, et c'est ça qui était intéressant. J'avais eu l'occasion de le faire avec M. Lotfi Saïdi au mois de septembre avec la Nouba Zidane. Ça a été un tout petit peu plus difficile, mais le défi a été relevé. Je pense que là, ça a été un peu plus, ça coulait un petit peu plus de sources, et ça nous a aussi facilité un peu la tâche. Alors, je voudrais juste qu'on dise les choses clairement aux gens qui viennent assister au concert. Il y a une partie classique, chant d'opéra aussi, avant notre passage. Et nous, ça sera une demi-heure à peu près, un peu plus d'une demi-heure, où on chantera en deuxième partie. Voilà, en deuxième partie, Samir et moi. C'est pour que les gens, parce qu'on a eu beaucoup de messages nous disant j'espère que ça ne sera pas court, mais on ne sera pas seul sur scène. Oui, donc c'est une orchestration donc un peu plus élargie, donc l'orchestre symphonique dirigé par sous la houlette donc de Sidi Ahmed Fellah sera sur place, ainsi qu'un orchestre donc d'Andalou, et vos deux voix vont fusionner par la suite, et ça va être certainement prometteur, je le disais tout au début de cette séquence. Et puis vous, Lila Borsali, depuis plusieurs années, vous essayez de monter des spectacles. Tout à l'heure on voyait un spectacle qui essayait un petit peu de revenir sur les lustres d'antan de cette musique traditionnelle andalouse. Vous essayez par le biais de ces spectacles de démocratiser un peu cette musique savante et de la rapprocher du public. Samir, Toumi, vous faites autant. C'est encore un point commun, c'est incroyable. Dans deux registres différents, pardon. Oui. Mais au final, le but est le même, c'est de mettre cette musique à la portée des gens, et c'est ça qui est important. Il ne faut pas couper le lien avec le public. Exactement. Alors chacun ira de sa petite solution. On est tous les deux dans le patrimoine, chacun dans son style, chacun dans son registre. Sauf que l'ambiance est différente, chacun il excelle dans son domaine, dans son registre, voilà. Sauf que les ambiances vont fusionner dès demain, donc ça se passe à l'Opéra Boualem Saïah à partir de 19h30. Avec plaisir, et j'espère qu'ils seront nombreux à venir se délecter de cette fusion vocale et orchestrale. Donc voilà, un dernier mot peut-être les artistes avant de rejoindre la radio qui vous attend. Oui. Alors moi ce que je voudrais c'est d'abord remercier Samir de m'accompagner dans cette aventure-là, et puis remercier aussi tous les musiciens qui font beaucoup d'efforts, M. Abdeljalil Robrini qui s'occupe plus de la partie traditionnelle, donc vraiment tout le monde y a mis un petit peu du sien, et merci beaucoup. Le temps a été court pour nous pour répéter, mais on va essayer de présenter quelque chose de convenable au public, et venez nombreux. Samir, donc. Merci à Saha aussi, Lila, d'être
faire partie de la partie. Et puis, marhaba bihom pour demain, Inch'Allah, espérons que ça va être une belle soirée. On l'espère, en tout cas c'est tout le mal qu'on vous souhaite et bon vent pour cette nouvelle aventure musicale, je dirais, à l'Opéra Boualem Saïah. C'est à partir de 19h30, dès demain mardi 22. Donc bonne chance sur les planches. On va vous dire au revoir, vous laisser rejoindre justement les micros du studio de la Radio Chaîne 3, je pense. Et juste avant, donc téléspectateurs vont pouvoir un petit peu apprécier la voix de Samir Toumi. Voilà, le temps justement de retrouver les invités suivants, mesdames, messieurs. Restez avec nous. يا بلاد خلوني نعشق فيك يا بلاد انت شبح والهمة انت بابا ويما يا بلادي ماتوا عليك جداد يا جزاير يا بلادي مصومة في قلبي شمسك ضوايا مرحبا بكم يا حبابة نتساير البجاية تلمسان زين الزين وهران ومنعين الواد وبشار عايش فيهم عندي زار خلوني نعشق فيك. Voilà, c'était la voix de Samir Toumi qui sera en duo dès demain soir sur les planches de l'Opéra d'Alger en compagnie de Lila Borsali qui était là également sur le plateau il y a un instant. Invité suivant donc dans Bonjour d'Algérie, Monsieur Karim Chekhi, directeur central du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Bienvenue. Merci, bonjour. Si vous êtes parmi nous ce matin, c'est pour parler d'un rendez-vous ô combien attendu par les différents acteurs du secteur touristique. Il s'agit des assises, donc qui débutent d'ailleurs, coup d'envoi tout de suite là, c'est bien ça? Tout à fait. Alors c'est les assises, c'est les 3e assises nationales du tourisme sous le thème tourisme durable, avenir prometteur. C'est aujourd'hui et demain, 21 et 22 janvier, au Palais des Nations, au Club des Pins Alger. Le déroulement de ces assises se fera en une séance plénière la matinée, c'est-à-dire aujourd'hui. L'après-midi, c'est prévu des ateliers. Des ateliers qui seront en nombre de 4 ateliers. Très bien. On peut les citer, s'il vous Oui, plaît. bien sûr. Le premier atelier est intitulé « L'offre touristique et la mise en place de destinations durables, compétitives et attractives ». Le deuxième atelier, c'est la gouvernance des destinations. Quels sont les mécanismes et les outils de coordination. Le troisième atelier, c'est le management touristique. Et le dernier atelier, 4e atelier, c'est les enjeux et défis du développement du tourisme à l'horizon 2030. Alors, l'organisation de ces ateliers se fera par une communication d'un expert, président d'atelier, et l'ouverture d'un débat. Expert algérien, expert étranger? Oui, expert algérien et expert étranger qui ont participé à l'élaboration de la note de cadrage de ces assises, de chaque atelier. Il faut savoir aussi que ces assises ont été précédées par des rencontres régionales au niveau des wilayas du Sud. Une wilaya du Sud, à savoir Ouergla, une wilaya de l'Est, à savoir Constantine, c'était au mois d'octobre, et le centre du pays, la wilaya d'Alger, et à l'ouest, à Tlemcen, c'était en novembre 2018. C'est-à-dire ces rencontres-là... C'est-à-dire qu'on essaie de réunir quelque part, si j'ai bien compris, hein, vous pouvez me contredire si j'ai tort,
Donc, on essaie de regrouper un petit peu toutes les facettes touristiques du pays. C'est-à-dire, d'une région à l'autre, ça diffère, les spécificités sont autres. Donc, là, toutes les régions sont impliquées, et tant mieux. Tout à fait, c'est la diversité des atouts touristiques du pays aussi, mais aussi rassembler les acteurs, les professionnels dans chaque région et noter quelles sont les insuffisances, quels sont les points forts, quelles sont les préoccupations et aussi les données, la collecte des données pour aboutir à ces assises nationales qu'on a pour aujourd'hui et demain. Monsieur Chihri, vous qui êtes donc dans la tutelle de ce secteur, c'est-à-dire le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, il y a eu déjà au préalable deux sessions de ces assises qui ont été organisées à l'effet d'évaluer le schéma directeur justement du tourisme, un schéma qui a été établi en 2008 qui vise justement le développement touristique dans notre pays à hauteur de 2030, c'est bien ça. Tout à fait. Est-ce que vous, au sein de cette structure de tutelle, vous sentez l'évolution des choses d'une assise à l'autre? Tout à fait. 2008, c'est l'adoption du schéma directeur d'aménagement touristique. Il faut savoir que ce qu'on appelle le SDAT, c'est un élément du SNAT, du schéma national d'aménagement du territoire. Il découle de ce schéma. Le SDAT, c'est à l'horizon 2030. Il a des objectifs, il a des dynamiques. Les premières assises, c'était en 2008 pour l'amorçage, la vulgarisation de ce schéma. En 2013, c'était un bilan d'étape de cet amorçage-là. Et 10 ans après, à savoir en 2018, c'est-à-dire 2019 maintenant, voilà, c'est une évaluation. Oui. C'est l'évaluation de ce schéma-là. Qu'est-ce qui a été fait par rapport aux objectifs, chiffrés ou qualitatifs ou quantitatifs? Quelles sont les priorités? Peut-on changer les objectifs avec l'évolution? Vous savez, le tourisme est un phénomène qui évolue. Ce ne sont pas des sciences exactes, effectivement. Tout à fait, qui évolue par rapport à des exigences. L'exigence des touristes, et ça change les exigences du touriste, il faut s'adapter à ces exigences-là, mais aussi aux données économiques. On connaît tous l'évolution. C'est important. Mais pas seulement pour le pays, mais pour la région et le monde aussi. Le monde aussi, tout à fait. Mais aussi, il y a une troisième exigence, c'est les technologies. L'évolution des technologies qui est d'une rapidité extraordinaire. Alors, il faut s'adapter. Maintenant, cette étape-là, ce bilan-là, c'est pour savoir où on est. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire? En réunissant les experts, les intervenants institutionnels, les universitaires, les professionnels, la presse aussi, et les citoyens aussi. C'est-à-dire, la finalité de ces assises, c'est de rendre compte aux citoyens des recommandations issues de ces assises-là. Pas moins de 1000 participants en connexion à l'objectif justement, avec pour objectif de communiquer, de fédérer les efforts et aussi de favoriser un petit peu cette coopération intersectorielle. C'est bien cela? Ah, tout à fait. D'ailleurs, il y a un atelier dédié à cette intersectorialité, à savoir la gouvernance des destinations. Le tourisme est un secteur transversal. On ne peut pas développer le secteur du tourisme sans qu'il y ait le transport, par exemple, doit jouer le jeu. Tout à fait. Le transport, la santé, les travaux publics, bien sûr, c'est ça. D'ailleurs, le tourisme, c'est quoi? C'est l'ensemble des services. C'est vrai que l'ensemble des prestations données. Quand on prépare son voyage, c'est ce qu'on va faire. On va d'abord réserver l'avion ou le bateau, tout dépend. Après, on va réserver son hôtel. Après, on va s'enquérir des sites touristiques et culturels qui existent dans la région. Et tout ça doit fonctionner. Il faut qu'il y ait un système de guide. Il faut qu'il y ait... Donc, tous ces éléments, ces ingrédients font que telle ou telle destination soit justement attractive, appelée ou nommée touristique. Tout à fait, c'est ces éléments-là qui font la destination. Et c'est la définition de la destination apparaît dans les thématiques développées dans les ateliers, à savoir l'offre touristique, la gouvernance
des destinations, le management touristique et les enjeux et défis à l'horizon. Nous avons fait un échéancier de 2030, c'est à l'horizon 2030. Vous parliez tout à l'heure de l'introduction de la technologie, justement, dans ce schéma, dans cette vision globale, justement, du tourisme. Ces outils informatiques, je dirais, c'est justement ces nouvelles techniques, c'est le nouveau marketing. Est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on est loin? Est-ce on se rapproche un petit peu de ce marketing mondial, justement, de l'échiquier touristique? On est obligé d'adopter ces outils-là. On est obligé d'adopter ces techniques-là. La semaine passée, il y avait les 10e journées de marketing touristique. L'une des recommandations, c'est d'inclure ces techniques de management touristique dans toutes les opérations et pour tous les opérateurs de la chaîne touristique. Oui. C'est primordial. On ne peut pas. Le marketing touristique, c'est l'ensemble des techniques de conception, de valorisation de l'offre touristique pour la commercialiser et fidéliser les touristes. Toutes ces techniques-là, si on les suit pas, si on n'est pas dedans, on ne pourra pas développer n'importe quelle destination, n'importe quel territoire. Parlons un petit peu plus de cette notion de durabilité qui est ciblée par les assises actuelles, donc qui débutent donc voilà. Maintenant, à 9h, elles ont débuté. Je suis en retard. Vous êtes un élément manquant, mais c'est pour la bonne cause en fait. C'est pour répondre à votre invitation aussi. Absolument. Donc, je le disais que c'était voilà. La durabilité. La durabilité, c'est justement le but visé par ces assises. Qu'est-ce qu'on entend par durabilité, justement? C'est simple. La durabilité, il y a 3 éléments. Il y a l'économie, il y a le social et il y a l'environnement. La conjugaison de ces 3 éléments font la durabilité. Pourquoi la durabilité dans le tourisme? Il faudrait savoir que l'évolution du tourisme à travers le temps, il y avait une agression avant, une agression sur le territoire, que ce soit quand on parle de territoire, environnement, social et économie. J'allais dire, on s'en fichait de ces 3 éléments-là. Mais avec l'évolution, plus maintenant, bien sûr, c'est devenu une marque. Quand vous dites tourisme durable, c'est une marque maintenant. Quand vous dites respect de l'environnement, c'est des logos, c'est des labels. Maintenant, il y a des labels qui sont donnés par rapport à la qualité de l'environnement, par rapport au respect de la population locale, par rapport aux retombées économiques, que ce soit sur la région ou concernant la population. C'est vrai, ne serait-ce que sur un point environnemental, on sent quand même un bon qualitatif en matière de prise en charge de l'environnement. L'assainissement des sites, l'assainissement justement des sites culturels et touristiques se fait de meilleure manière, je dirais, parce qu'il y a eu quand même une période de flottement juste avant justement la période de 2008. On est passé par des moments difficiles dans le pays qui ont fait que certaines choses reculent. Aujourd'hui, on essaye d'associer donc même le ministère de l'Environnement à cet effort justement d'embellissement et d'accueil justement du touriste. Le début, je vous ai dit que le tourisme est un phénomène qui s'adapte et qui évolue par rapport aux exigences des touristes. Maintenant, les touristes, ils cherchent aussi au respect de l'environnement. Les touristes maintenant, c'est le respect de l'environnement, c'est le respect de la population. Il faudrait que nous nous adaptons à ces exigences-là. Oui, merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage, Monsieur Karim Chifri. Je rappelle que vous êtes directeur central, chargé de la régulation, c'est bien ça? C'est le chargé du plan qualité tourisme et de la régulation. Et de la régulation au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Merci pour cet éclairage concernant les assises nationales du tourisme qui se tiennent actuellement et jusqu'à demain au niveau du Palais des Nations. Palais des Nations, donc à ne pas confondre avec le CIC, parce que c'est juste à côté. C'est juste à côté, oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que c'est ouvert au public ou est-ce seulement les professionnels inscrits qui peuvent être présents? C'est les professionnels ainsi que les intervenants institutionnels, ainsi que les experts, les universitaires et bien sûr les directions du tourisme. Il faut rendre hommage aux directions du tourisme qui se trouvent au niveau des 48 wilayas du pays qui font un travail extraordinaire. Et c'est de ces wilayas, c'est-à-dire c'est de la locale que doit émerger
c'est le schéma directeur d'aménagement touristique. Absolument. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pour chaque wilaya un schéma directeur d'aménagement touristique. C'est ce qu'on appelle les SDATW, avec un plan d'action qui, j'espère, sera concrétisé sur le terrain. Surtout qu'il y a des régions, justement, vous avez cité le Sud, ne serait-ce que ça, il y a des régions qui ont réussi à instaurer et à maintenir une tradition en matière touristique. Pour ne citer que Ghardaïa, par exemple, qui a un cachet propre. Tout à fait. Et tout à l'heure, on voyait justement défiler des images de l'Oasis Rouge. Timimoun aussi a réussi le pari, justement, de maintenir cet ancrage touristique. Et puis, Taman Rasset, Janet, toutes ces beaux fleurons touristiques de l'Algérie actuelle. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Le patrimoine est un maillon très important, donc qui contribue en donnant une valeur ajoutée à chaque site, à chaque wilaya, à chaque région. Et aujourd'hui, justement, je vous propose ainsi que les téléspectateurs de découvrir un petit élément de ce large patrimoine national. Il s'agit du fort de Taza, c'est à Tiaret. Voyons un petit peu le reportage. On se retrouvera avec notre dernier invité. On parlera de prévention routière dans un moment. Situé dans la commune Borj el-Amir Abdelkader à Tism Silt, il est un des symboles et monuments retraçant l'époque de la résistance de l'émir Abdelkader contre le colonialisme. Le choix de l'implantation de ce fort n'était pas fortuit. La position géographique du site entouré par les montagnes a poussé l'émir Abdelkader à le construire à cet endroit en 1838. C'est à cet endroit que s'est tenu le premier conseil consultatif au niveau de la citadelle en 1839. Nous avons fait de nombreuses découvertes. La plus importante reste la citadelle de l'émir Abdelkader elle-même. En plus de beaucoup de pièces archéologiques, notamment en poterie, le tout est préservé au laboratoire de fouilles à Alger, plus précisément à l'université de Bouzaria, où sont effectuées à ce jour des recherches. Nous sommes en voie de créer une collection muséale très importante. Les ruines du fort de Taza restent entières. En plus de la poterie, des pièces de monnaie ont été retrouvées, de même que ce moulin, témoin de cette époque. Ce site archéologique renfermant la citadelle de l'émir Abdelkader est l'un des plus importants de Tism Silt. Il représente l'un des 3 sites classés dans notre wilaya. Vu l'importance de ce site, le ministre de la Culture, lors de sa dernière visite, a autorisé l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels à ouvrir une antenne dans la région. Nous lançons un appel au ministre de la Culture et au wali de Tism Silt pour ouvrir un musée dans la région pour préserver les pièces archéologiques gardées à l'université d'Alger. Le fort de Taza n'a pas encore révélé tous ses secrets. Ce site archéologique doit être préservé pour poursuivre les fouilles déjà entamées. Et oui, c'était là un petit aperçu des atours du fort de Taza. Et c'est un reportage signé Badia Amarni. C'est un reportage qui nous place justement dans la dernière séquence de cette émission. Et j'ai plaisir à recevoir notre dernier invité de cette matinale, Samir Khmissi, bienvenue. Merci. Vous êtes fondateur de Stop Agressivité Routière. Tout à fait, oui. On peut peut-être définir ce que c'est que ce concept, parce qu'il ne s'agit pas en fait d'une association. Non, je suis un bénévole qui a créé le slogan Stop Agressivité Routière. Je suis actif depuis janvier 2014. Donc je suis à ma... 4e année, 5e, bientôt. Exactement, 49e action. Oui. On est très actifs. Et donc ça a apporté le fruit de ce qu'on a fait. On a eu beaucoup de personnes qui nous ont sollicité. Notre page Facebook, elle est très consultée. Et donc voilà, on est déterminé à mener ce combat, ce terrorisme routier à travers... Oui, ben j'aime bien le mot terrorisme routier parce que parfois, il y a des conducteurs qui sèment la terreur, surtout sur les autoroutes. On voit l'image là qui parle d'elle-même. Voilà. Souvent, ce sont des conducteurs inconscients qui provoquent ces accidents. Contrairement à ce qu'on croit, on se dit peut-être que ce sont les intempéries qui peuvent être à l'origine. Là, par exemple, il pleut, il y a des averses sur les routes et tout ça. Mais est-ce que vraiment ce sont ces intempéries qui provoquent les accidents? À 90%, d'après tous nos constats, c'est le facteur humain. Donc il y a une grande négligence. Beaucoup de personnes ne respectent pas le code de la route.
Un des facteurs aussi, c'est l'utilisation du portable, qui provoque aussi d'énormes accidents. Et surtout, je parle de formation au niveau des auto-écoles. Les formations ne sont pas menées d'une manière vraiment stricte. Certains conducteurs aussi ne font pas l'effort de respecter les conditions physiques requises pour des longs trajets aussi. Les somnolences ont été souvent des causes néfastes. Et d'une part aussi, je dirais, c'est la tranche d'âge entre 18 ans jusqu'à 30 ans. C'est la plupart des jeunes qui provoquent beaucoup d'accidents. Et surtout, un fléau qui a pris de l'ampleur, c'est l'emprise de psychotropes et de drogue tout en conduisant. Donc c'est l'un des facteurs qui a aussi provoqué beaucoup d'accidents. Oui, surtout la jeune génération, qui va sur les pas des idoles du cinéma hollywoodien, où l'on voit un petit peu des héros comme ça qui font de la vitesse sur les routes. Pour citer par exemple Fast Furious, on a besoin de s'identifier et on commence à faire des slaloms sur les autoroutes. Et c'est devenu de l'extrémisme. Et personnellement, j'ai été heurtée par une voiture tout récemment. Comme ça, un jeune qui avait 8 mois de permis, 8 mois, seulement 8 mois, et qui roulait à 170 à l'heure. Exactement, déjà dès qu'ils obtiennent leur permis, ça devient un autre tempérament. C'est-à-dire qu'une fois que le permis est délivré, le conducteur commence à conduire, vraiment c'est un autre tempérament. Et d'une part, si j'ai employé le slogan Stop agressif, il y a de l'agressivité verbale, il y a de l'agressivité physique et surtout l'essence. Donc depuis que j'ai commencé, depuis janvier 2014 jusqu'à la fin 2017, quand même il y a eu 22 000 morts. C'est énorme, c'est énorme. Il y a beaucoup de sang qui a été déversé sur nos routes. Et on n'oublie pas surtout les handicapés, un grand nombre d'handicapés. C'est-à-dire même si on échappe à un accident, on n'est pas à l'abri justement d'un handicap. Et c'est ça qu'il faut vraiment souligner. Exactement. D'ailleurs, ma mère, elle est victime d'un accident de la route, elle est handicapée. Et ça fait vraiment mal. Et je ne voudrais pas que d'autres personnes subissent ce qu'on est en train de passer par une phase vraiment très difficile. Et c'est vrai que l'accident de votre mère, survenu en 2013, tout à fait, a été le déclic pour cette démarche citoyenne qui vous a mené dans cette lutte. Et de plus, je suis conducteur de moto, ça fait plus de 35 ans que j'utilise la moto. Donc j'utilise la moto sur plusieurs aspects, c'est-à-dire côté sport, tourisme. Et là, actuellement, je fais de la sensibilisation en scooter. C'est-à-dire que j'ai attiré l'attention de beaucoup de personnes en faisant des longues distances avec un petit scooter, avec une vitesse modérée, pardon. Et cette année... Vous avez souvent fait une descente sur Tarid, par exemple, qui est une région touristique. On parlait de tourisme tout à l'heure. C'est vraiment une belle destination du sud algérien, extrême ouest. On est devenu une famille avec les gens de Bchar, qui nous ont demandé que ça devienne une tradition. Donc c'est la 7e édition. Ça s'est très très bien passé. Et malheureusement, cette année, sur le côté environnement, on a vu que ça a été très délesté. Et aussi, on va attaquer un autre volet, que ce sera la sensibilisation pour l'environnement. Parce que même jeter, et en exemple, une bouteille de plastique, elle peut faire tomber un motard très très facilement. Oui. Donc voilà, donc on va essayer d'attaquer ce... Souvent, il y a de jeunes conducteurs qui se débarrassent de leurs canettes aussi, de canettes de boissons donc gazeuses qu'ils jettent par-dessus bord comme ça, comme si l'environnement ne leur appartenait pas. Malheureusement. Alors que cet environnement, ils le partagent avec nous tous. Tout à fait. C'est un manque que faire quand on voit ce type de comportement? Comment réagir? Moi, il m'arrive de klaxonner, d'essayer comme ça vainement. Sincèrement, je fais la remarque. Moi, je n'hésite pas. Et il y a des personnes qui prennent vraiment mal ça. Et de plus, on est un pays musulman, on est censé être très propre. Donc, ce n'est pas le cas. Et ça me révolte, sincèrement, ça me révolte. Donc, on essaie de focaliser des moyens pour essayer de développer des actions attractives, surtout pour les jeunes, pour essayer de les encadrer, parce qu'une grande partie qui sont issus des quartiers populaires, c'est eux qui sont en train de donner une mauvaise image. Oh, pas seulement les quartiers populaires, croyez-moi. Croyez-moi, tous les quartiers confondus. Tout à fait. Et cette année, donc, j'ai accentué, surtout, c'est pour les conducteurs de moto. Parce que vraiment, c'est une catastrophe. C'est-à-dire par rapport au parc moto, qui est de 5% d'utilisation, et il y a eu 12,8% d'accidents liés à la moto. Oh là là. Donc, pour l'année 2017, il y a eu 17% de hausse concernant les accidents de moto. Donc, je vais transmettre toute mon expérience
pour transmettre. Oui. Pour transmettre tout mon savoir. Et d'ailleurs, même là, sur notre planning, on va lancer des petites formations, c'est initiation et perfectionnement de conduite, pour améliorer le tempérament de conduite des motards, surtout des nouveaux utilisateurs. C'est bien dit, le tempérament, c'est important, parce qu'il faut vraiment être dans la courtoisie, j'imagine. Il faut quand même respecter le code de la route, ça c'est la première, le b.a.-ba. Mais il faut aussi avoir de la clémence avec les débutants. Tout à fait. C'est ce qui n'existe pas lorsqu'il y a, malgré la petite plaque 80 qui est posée comme ça sur l'arrière des voitures, ces jeunes conducteurs ou ces nouveaux conducteurs, parce que parfois ils ne sont pas jeunes, et ils sont harcelés par les... Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez pu constater? Vous savez, moi, quand je suis sur une moto, c'est au quotidien. Donc, on a des visions que d'autres conducteurs ne peuvent pas avoir. Et beaucoup d'automobilistes aussi ne font pas attention aux motards. Ils ont beaucoup d'angles morts et n'utilisent pas la majorité de leur rétroviseur. Et surtout, le danger imminent, c'est l'utilisation du smartphone, qui est un réel danger pour les motards. Il y a une baisse de vigilance par rapport au côté droit ou au côté gauche, selon notre position. Et malheureusement, tous les constats qu'on a recueillis et tout ce qu'on a vécu, c'est qu'à l'intérieur du pays, la majorité des jeunes ne portent pas leur casque. D'ailleurs, c'est un appel que je fais pour les mamans, pour conseiller leurs enfants et les initier à porter leur casque. À se protéger. Tout à fait, c'est une priorité. Voilà, nous sommes en pleine saison hivernale et bien sûr les pluies sont là, elles sont parfois diluviennes. Et donc, quelles sont les recommandations? C'est vrai que le code recommande déjà une réduction de la vitesse. Tout à fait. Ça, c'est connu. Mais est-ce que c'est respecté sur nos routes? Pas tellement. Déjà, en premier lieu, il faut réellement garder des distances entre chaque véhicule. Il faut conduire dans un environnement vraiment zen, réduire la musique, ne pas laisser l'abus envahir le véhicule et surtout être vigilant, c'est-à-dire regarder dans les rétroviseurs et aussi avoir une visibilité en utilisant les feux de croisement. Même dans la journée, on les allume, c'est pour être très visible. Pour les motards, il faut être très équipé d'un gilet fluorescent pour qu'il soit très visible. Parce que la visibilité se réduit quand il y a des pluies, comme ça, ce sont des murs de pluie parfois. Tout à fait, et essayer de porter un casque adéquat qui répond aux normes de sécurité aussi, un casque confortable pour avoir une meilleure visibilité. Hier, j'ai roulé pendant toute la journée en moto. C'est vrai, ça n'a pas été facile, et surtout on a des facteurs route qui sont vraiment un peu délestés, comme les signalisations sur le bitume. Oui, parce qu'il y a des travaux, on ne restitue pas le tracé rapidement des fois. Oui. Et les signalisations telles que les passages à piétons, les peintures, c'est très glissant pour les motos. Donc c'est des peintures qui ne répondent pas aux normes. Et c'est pas conforme. Nous, les motards, souvent on fait des chutes quand il pleut. Donc il suffit d'un petit freinage et donc on se déséquilibre et c'est une chute. Donc c'est un appel que vous lancez aux autorités locales de toutes les régions du pays, quoi, pour le respect un petit peu des normes de signalisation. Tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que vous parliez tout à l'heure du respect de la distance de sécurité. Lorsqu'on laisse de la distance, on se retrouve toujours en tant que conducteur dépassé. Et à part un dépassement très dangereux parfois de personnes qui rejoignent une file ou une autre de façon très c'est fréquent, sans signalisation même. Parce que déjà en fonction des infrastructures, donc la capitale est saturée par le nombre de véhicules qui transitent chaque jour, c'est près de 9 millions de véhicules et ça provoque un gros stress. Donc les gens automatiquement ils s'oublient. Ça devient de la nervosité et des dépassements dangereux, donc la plupart ne respectent pas le code de la route. Sur les routes, on trouve énormément de flaques aussi, des flaques assez importantes dans certaines régions. Tout à fait. Quelles sont les recommandations? Quelle est l'attitude à adopter face à ces flaques quand on est conducteur ou motard? Eh bien, vous savez, avec l'expérience, ça devient de l'anticipation, ça c'est de un. Et d'une part, c'est un danger imminent aussi, parce que des fois, une flaque d'eau, on ne sait pas ce qu'il y a sous la flaque d'eau. Des fois, c'est une crevasse qui se cache. Et ça fait vraiment très mal. Donc, très mal pour la moto et pour la sécurité du motard. Oui. Donc, on lance aussi un appel au ministère des travaux publics pour essayer de faire des entretiens curatifs pour essayer de réduire
ces dégâts. Ce n'est pas une sinécure, on le sait, mais le combat continue pour vous, Samir Khmissi. Merci de nous avoir accompagnés ce matin. Vous êtes le fondateur de Stop Agressivité routière, donc un collectif citoyen donc en faveur de la sensibilisation autour des dangers de la route. Merci infiniment, passez une excellente journée et bon vent pour toutes vos actions. J'espère qu'on arrivera bientôt au chiffre 100. On est à 49. On l'espère. On vous recevra bientôt pour les prochaines, Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis ce matin. Donc, c'était la fin de l'émission Bonjour d'Algérie. Vous retrouverez toute l'équipe dès demain à 8 h. D'ici là, passez une excellente journée.